Selam, aujourd'hui je suis avec Florian. Tu peux dire bonjour. Je dis Florian, si tu es avec nous, c'est qu'on va évidemment parler de jeux vidéo. Est-ce que je peux dire bonjour la MIF? Bonjour et bienvenue sur les numériques Selam. Aujourd'hui je suis avec Florian. Salut Florian. Salut Lame. Alors, je suis avec toi, où on parle de son, où on parle de jeux vidéo, mais quelques indices s'affichent en bas de l'écran. On va parler de jeux vidéo. C'est ce dont j'ai l'impression aussi, oui. On va parler de jeux vidéo évidemment, avec l'annonce du Steam Deck de Valve, l'annonce de la Switch OLED. On sait que le jeu vidéo déjà a le vent en poupe en ce moment, et le jeu vidéo nomade a le vent vraiment en poupe, et on se rend compte qu'il y a plusieurs manières de jouer en ce moment, et qu'on a un panorama toujours plus riche. Un ordinateur portable, par exemple. Voilà. Un smartphone portable gaming aussi. Et ça, c'est pas banal. Et oui, une console dédiée jeux vidéo, une console portable dédiée jeux vidéo. Jusque-là, je maîtrise. Voilà. Et des hybrides PC, console de jeu, dont un ancêtre ici du Steam Deck. On va en parler tout de suite et faire un tour d'horizon avec Florian. C'est parti. Et on va commencer par le plus imposant et le plus voyant de tous, c'est évidemment l'ordinateur portable. Et même si celui-ci est un petit peu voyant, on a des ordinateurs portables gamers, des laptops gamers comme on les appelle, avec des bonnes cartes graphiques, des bons pros, mais qui ressemblent de plus en plus à des ordinateurs normaux pour être transportés partout. Absolument, parce que si vous me pardonnez là la palissade, un laptop gamer c'est quand même avant toute chose un laptop, c'est-à-dire un PC, et donc pas une machine exclusivement dédiée aux jeux vidéo. Ça fait quelques temps maintenant que les constructeurs ont fini par le comprendre, et donc ils proposent de plus en plus des machines voilà, comme celle-ci, qui même s'il y a quelques éléments qui nous rappellent la vocation gamer de l'engin, restent quand même relativement passe-partout et peuvent être utilisés pour de multiples usages. Ouais, donc là on est vraiment sur la machine de toutes ces machines-là, la plus polyvalente. Évidemment, la plus polyvalente. Aussi, bien sûr, comme tu l'as dit, la plus imposante. C'est vrai. Alors là, est-ce qu'on est dans du gaming, on parle de gaming nomade, est-ce qu'on est dans du jeu portable ou du jeu transportable avec un ordinateur? C'est évidemment la question. Là où cette machine, évidemment, se démarque de toutes les autres, c'est que celle-là, ok, on peut la transporter un peu partout où on va, mais c'est pas une machine vraiment nomade, dans le sens où on va pas y jouer en situation de mobilité, on va pas sortir son laptop gamer dans le métro ou en voiture, par exemple. Oui. Donc voilà, de ce point de vue-là, effectivement, évidemment, cette machine se démarque des autres. Donc on a toujours besoin de mettre une souris, on va dire, supplémentaire ou d'un petit pad en Bluetooth là-dessus pour épauler le clavier en plus à déployer. Ça coûte aussi assez cher, mine de rien. Relativement, tout à fait. On est plutôt dans des segments haut de gamme des ordinateurs portables, on n'est pas dans des ordinateurs à 300-400 €, quoi. Oui, absolument. Et puis en plus, bien sûr, ces derniers temps, il y a eu la pénurie de composants. Et oui. Qui s'est quand même un peu ressenti sur ce marché, beaucoup moins que sur le marché des GPU discrets, mais tout de même un petit peu, où on a pu voir que les constructeurs notamment profitaient de ce relativement peu d'inventaire pour proposer relativement peu de modèles différents, avec des configurations relativement, un nombre de configurations proposées relativement restreint. Mais malgré tout, voilà, globalement sur le marché du PC gamer, il y a de l'inventaire. Il n'y a pas trop de hausses tarifaires, parce que bien sûr, on est sur des constructeurs qui négocient leurs prix directement avec les fabricants de GPU. Donc on ne se retrouve pas dans les situations de nous, clients finaux, qui essayons de trouver des cartes graphiques de jeux vidéo pour les PC desktop, qui payons le double en ce moment. Et du coup, pour les joueurs PC de façon générale, c'est une solution qui a en ce moment en particulier un peu plus de sens que d'habitude, parce qu'on peut s'équiper de manière relativement raisonnable, j'ai envie de dire, et avec beaucoup moins de difficultés que si on part sur un GPU traditionnel. Donc le bon desktop plan, en tout cas. Le bon plan, c'est de payer le prix normal et pas de payer plus. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est fort. C'est le solde en 2021. Ça fait plaisir. À qui du coup s'adresserait, à quel type de joueur ou de joueuse s'adresserait du coup l'ordinateur portable par rapport aux autres? À des gens justement qui veulent tout? À des gens qui veulent. Alors les gens qui veulent tout, le truc c'est que souvent ils vont quand même malgré tout essayer de s'orienter sur un desktop. Je pense que voilà, encore une fois, ce qui vraiment distingue ce type d'appareil, c'est le côté polyvalent. Oui. Donc typiquement, je pense que ça s'adresse surtout aux gens qui cherchent une machine dont ils vont pas se servir seulement pour jouer, mais aussi pour de la productivité, pour le travail. Typiquement une machine qu'ils vont pouvoir transporter régulièrement du boulot à chez eux, de chez eux au boulot. Ils vont pouvoir jouer avec, travailler avec, faire tout ce qu'ils veulent avec. De ce point de vue-là, voilà, évidemment, c'est la machine la plus indiquée. D'accord, donc je vous rappelle, si vous devez faire acheter par votre entreprise une machine, évidemment, la meilleure excuse, c'est que vous pouvez travailler avec. Bien sûr, vous avez absolument besoin de cette 3080 Max-Q pour travailler sur vos Excel, bien sûr. Et oui, les Excel en rétracile, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite la deuxième plateforme. On passe maintenant de l'engin le plus imposant au plus compact avec les smartphones gaming. Et oui, ça existe depuis maintenant quelques mois, quelques années. Ils font un peu leur petite niche tranquillement dans nos contrées et ils font carrément des grosses saignées dans d'autres contrées de joueurs. Absolument, c'est vrai que nous, voilà, en tant qu'occidentaux, les smartphones gaming, c'est quelque chose qu'on regarde souvent d'un œil un peu curieux, un peu amusé, on va dire. Mais clairement, c'est une catégorie de produits qui est
qui nous est pas destiné en fait, qui est destiné au marché asiatique. C'est surtout sur ces marchés-là que le smartphone gaming vraiment cartonne, parce que le jeu mobile sur ces marchés représente une valeur absolument colossale. C'est vrai. Et du coup, évidemment, pas mal de constructeurs ont essayé de s'engouffrer dans cette brèche pour proposer des modèles dédiés aux jeux vidéo qui leur permettraient d'attirer une certaine clientèle un peu du genre qui a envie de claquer un peu d'argent dans son téléphone. Tu vois. Alors justement, je te sens un peu circonspect parce que évidemment, au-delà des petites décorations style gaming, peut-être de certains boutons de tranche, là on parlait des ordinateurs portables dédiés gaming qui avaient quelque chose de différent des ordinateurs portables du bureautique. Est-ce que justement il y a un intérêt à acheter un téléphone dédié gaming par rapport à un téléphone haut de gamme? Parce que souvent les téléphones gaming sont placés assez haut dans la grille tarifaire et on se retrouve par rapport au ténor du marché. Alors il peut y avoir un intérêt, mais qui va surtout se retrouver généralement du côté de l'ergonomie. Donc typiquement, on va avoir des produits comme le ROG Phone par exemple, si vous connaissez, qui proposent en option des espèces de manettes accrochées sur les côtés, qui rappellent évidemment les Joy-Con de la Switch, bien sûr, qui ont quand même inspiré beaucoup de choses. Et on va avoir des smartphones OnePlus aussi par exemple qui ont des boutons de tranche intégrés, ce genre de choses. Après, la différence fondamentale entre le smartphone gaming et le PC gaming, c'est qu'en termes de performance par contre sur les jeux, on va pas vraiment avoir de gain par rapport à un smartphone haut de gamme, pour une raison extrêmement simple, qui est que les smartphones haut de gamme utilisent déjà les SoC, les puces les plus puissantes du marché. Donc on va retrouver exactement ces mêmes puces dans les smartphones gaming. Une fois de temps en temps, il y a un constructeur qui va se pointer en disant « Oui, mais regardez, on a rajouté un petit ventilateur, un petit machin, un petit refroidissement qui nous permet de overclocker, entre gros guillemets, la puce. » Mais les gains de performance dont on parle sont rarement significatifs. Donc la différence fondamentale entre les deux, c'est surtout ce côté ergonomique et bien sûr les lumières RGB qui rajoutent quelques FPS, évidemment. Comment vous faire agresser dans la rue et dire vraiment « Venez m'agresser moi, s'il vous plaît », en passant un coup de fil. Pour quel type du coup de gamer, notamment on va dire en France, parce qu'on sait qu'en Asie c'est un marché qui est un peu différent comme tu le disais très bien, pour quel type de gamer du coup les smartphones gaming sont faits et est-ce qu'il y a un marché en France pour ça? Est-ce qu'il y a un marché en France? Il y a malgré tout du jeu vidéo mobile en France, oui, de plus en qui plus, existe, mais qui est quand même très souvent du jeu vraiment dédié mobile, donc qui va se jouer au tactile. Donc du coup, qui va être intéressé vraiment par un smartphone gaming? Typiquement des gens qui savent très exactement en fait à quoi ils vont jouer sur leur smartphone. Donc des gens qui ont l'habitude de jouer à un League of Legends, un PUBG, des jeux comme ça dont on sait qu'il y a des versions mobiles très populaires qui existent, un Fortnite aussi évidemment. Ces gens-là vont se retrouver sur mobile. Après, évidemment, c'est pas du tout la même typologie de jeux qu'on va retrouver sur mobile par rapport à ce qu'on va trouver sur console ou PC. Si vous êtes un gros joueur PC ou console, non, globalement, vous n'allez pas vous retrouver avec ce qui est proposé sur smartphone. C'est la dernière console portable de Nintendo, tu vois. La dernière console portable tout court. Il n'y en a pas d'autre. Alors, on peut dire ça. Troisième maintenant, plateforme du gaming nomade. Et après avoir vu deux engins qui sont un peu polyvalents, on va dire, eh bien, on va parler maintenant d'une plateforme qui est 100% dédiée au jeu et que tout le monde connaît évidemment. C'est la dernière itération du roi du jeu mobile, Nintendo. Absolument, avec la Switch qui est vraiment la dernière représentante en date et la seule représentante en date, j'ai envie de dire, d'une catégorie dont Nintendo a toujours été le roi incontesté, la console portable. Bien sûr, Sony a essayé un peu de rentrer dans le game aussi, de faire concurrence à Nintendo avec la PSP, la PS Vita, PSP qui s'était à peu près bien débrouillée, Vita sensiblement moins. Donc aujourd'hui, Nintendo, roi incontesté de la portable, de la console portable vraiment, donc cette fois-ci effectivement une machine vraiment dédiée à 100% à un seul et unique usage, le jeu vidéo, et qu'il fait de manière très traditionnelle avec son écosystème fermé, ses inconvénients et ses avantages malgré tout. Justement, en parlant d'inconvénients, de tous les appareils qu'on a vus ici, la Switch est censée être l'appareil et donc l'accès aux jeux vidéo le moins cher, puisqu'elle coûte souvent moins de 300 € pour la console et les deux manettes. Et pourtant, c'est peut-être pas l'écosystème le plus accessible et le plus bon marché de tous ces écosystèmes en fait. Inconvénient de l'écosystème fermé, c'est que d'accord, à l'achat comptant, on va dire, c'est la machine la moins chère, mais bien sûr, il faut acheter des jeux derrière et des jeux dont le prix est quand même bien contrôlé par Nintendo, surtout que Nintendo est quand même le grand spécialiste international du long seller, comme on appelle ça dans le jeu vidéo, donc du jeu qui sort un jour à 50 balles et qui reste 4 ans plus tard, t'as bien de la chance si t'arrives à le trouver à 40 balles. Ouais. Voilà, les jeux ne baissent pas de prix, ou en tout cas très rarement sur Switch. Donc oui, effectivement, à long terme, la question du coût mérite de se poser par rapport au prix d'achat des jeux
En particulier si, comme beaucoup de gens maintenant, en particulier en situation de nomadisme, on décide de passer au full dématérialisé, de ne plus acheter de cartouches et de préférer tout acheter en téléchargement, parce qu'il y a un côté plus simple, sauf que ça veut dire achat d'une carte SD et ça veut dire achat des jeux au prix fort. Évidemment. Alors du coup, tu me dis que, évidemment, tu as un écosystème qui est fermé, des jeux qui sont plus chers par rapport à toutes les autres plateformes qui ont des écosystèmes ouverts et des jeux moins chers. Mais du coup, comment ça se fait que les gens continuent à acheter Nintendo? Est-ce qu'il y a des indices qui s'affichent dans ta tête et dans tes souvenirs de gamer qui font que les gens vont continuer à acheter depuis maintenant des décennies du jeu Nintendo? Mais au-delà du jeu Nintendo, il y a l'attrait, encore malgré tout, l'attrait de cette console vraiment dédiée à ça, qui est un attrait de simplicité. Tout simplement, il y a le côté plug and play de la console de jeu qui reste imbattable aujourd'hui. J'achète ma console, je l'allume, j'achète un jeu, je lance le jeu, j'ai pas de paramètres à régler, de problèmes de driver éventuels à régler. Non, tous les jeux marchent, ils fonctionnent immédiatement, il n'y a pas de paramètres graphiques ou quoi, tout est simple. Et puis après, bien sûr, Nintendo, c'est Nintendo, hein, voilà, c'est toujours un peu c'est la marque emblématique pour l'éternité, j'ai envie de dire. Hein, bah ouais, du jeu vidéo. La Switch, c'est la plateforme de Mario Kart 8, c'est la plateforme de Zelda, c'est la plateforme de Super Smash Bros Ultimate. Voilà, ça reste Pokémon, malgré tout, Fire Emblem, Emblem, bien sûr. J'ai cité que vraiment les Animal plus Crossing, évidents. la folie quoi. Mais voilà, Nintendo sera toujours Nintendo et bien sûr, quand il s'agit de vendre une console comme celle-là, c'est une force considérable. Très bien. Du coup, à quel type de joueur ou de joueuse s'adresse la Switch en tout cas? Bah, je pense qu'on y a répondu, hein, à ceux qui cherchent la simplicité avant tout, bien sûr. Bien sûr. Qui pourraient être intéressés aussi par le concept hybride, le côté voilà, je peux jouer aussi bien en situation en déplacement que chez moi sur un grand écran machin. Et puis bien les exclusivités Nintendo. Si on est fan de Nintendo, évidemment qu'on a une Switch. Et puis même si on n'est pas vraiment fan de Nintendo, et oui, évidemment qu'on a quand même une fois de temps en temps envie de jouer à son Zelda, à son Mario. Bon voilà, honnêtement, si on est joueur, c'est un incontournable. Ah, ils sont forts quoi. Alors on attaque maintenant la dernière plateforme et qui est sur... je vais refaire. Alors on attaque maintenant la dernière plateforme qui est certainement la moins connue, la plus étrange, alors pour des gens comme moi la plus passionnante, pour des gens comme toi peut-être la plus casse-gueule. Ce sont évidemment il n'y a même pas de nom, des hybrides, des sortes des micro-PC, on ne sait pas, qui sont donc des PC, qui sont dans des corps de console ou des fois entre les deux. Et en attendant qu'on ait nos mains sur le Steam Deck, le fameux Steam Deck de Valve, on a un de ses ancêtres ici, qui est la GPD, la Win32 je crois, et qui est donc un micro PC avec une manette de jeu intégrée dedans et qui se manie quasiment comme une Nintendo 3DS XL. Appelons ça comme ça, oui. Bah, quelque part, c'est un appareil qui résout le problème qu'on a évoqué avec le laptop gaming, à savoir cette question de transportable ou portable. Bon, bah là, il n'y a pas de doute, c'est du portable. C'est vrai que là-dessus, on a un PC de jeu portable. 100%. Exactement. Voilà. C'est un PC. La différence, c'est que là, bah oui, sortir une machine comme celle-là ou en décembre, quand on l'aura enfin, un Steam Deck dans le métro, ma foi, pourquoi pas. Oui, c'est plus jouable que ça c'est sûr et certain. Bah, c'est sûr qu'on va moins galérer. Mais pourtant, on se dit, tu me dis, bah, effectivement, j'ai le meilleur des deux mondes, j'ai un tout petit PC qui est avec un environnement ouvert, avec tous les jeux, on va dire Steam, Windows, etc., qui est portable, comme une console de jeu, j'ai une manette intégrée, je pourrais jouer, et pourtant ça reste un marché de micro niche quoi, avec des ventes confidentielles, une disponibilité très limitée et on a l'impression une clientèle qui est limitée à des gens curieux, des geeks, des bidouilleurs plus qu'autre chose. Absolument. Ça n'a jamais vraiment décollé. Absolument. Après, voilà, est-ce que j'ai envie de dire le problème là-dessus, c'est pas que les GPD Win. Parlons peu, parlons vrai, c'est quand même un peu claqué, hein, si je peux me permettre. Donc il y a quand même un prix de participation. Voilà, hein, c'est quand même des appareils qui jusqu'ici étaient extrêmement chers. Oui, on parle d'appareils souvent entre 600 et 1300 euros, hein, ça peut monter très vite. C'est ça, voilà. Mais disons les choses très clairement, le problème c'est que GPD, bon, ce sont sûrement des gens très bien et qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais c'est pas Valve. Oui. Et il y a un moment où, voilà, le Steam Deck, ce qu'il résout par rapport à tout ça, bien sûr, c'est sa composante matérielle, le fait que Valve soit le genre d'entreprise qui peut aller voir AMD et lui demander de lui produire une puce vraiment custom dédiée à sa machine. Valve, c'est aussi un écosystème logiciel, c'est évidemment une plateforme de distribution colossale, la plus importante au monde, hein, et toute plateforme confondue, je pense qu'on peut le dire.
Et voilà, et tout ça, ce sont des arguments qui font que, là maintenant, on voit clairement arriver, s'il y a une machine qui peut faire sortir cette catégorie de produits de cette petite niche dans laquelle elle est encore enfermée aujourd'hui, c'est le Steam Deck, évidemment. Donc là-dessus, on est d'accord que c'est un peu, ça pourrait être sur le papier, parce qu'on l'a toujours pas entre les mains. Bien sûr. Et même nous, on se pose des questions, est-ce que ça va marcher? Ça pourrait être le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un environnement ouvert, c'est un PC portable en fait. Tout à fait. Et aussi un environnement très simple, parce que c'est une console avec une interface de console et SteamOS, tout est intégré si on le veut. On peut bidouiller si on veut, mais on peut avoir une interface très simple comme une C'est Nintendo ça, Switch. voilà. C'est une console, enfin une console, je me fais avoir. Une machine en tout cas, qui fonctionne comme un PC, sur laquelle on peut faire ce qu'on veut, on peut installer les logiciels qu'on veut, comme sur un PC, mais qui est quand même vraiment optimisé pour le jeu, qui est vendu donc avec un OS SteamOS qui est vraiment fait pour ça, cette plateforme de distribution qui est intégrée directement à la machine avec un bouton Steam directement sur l'appareil. Et donc oui, voilà, ce qu'on espère, c'est retrouver cette simplicité de l'expérience console dans une machine ouverte comme un PC. Alors, pas d'illusion, hein, cette simplicité de la console, on ne l'aura pas, parce que malgré tout, ce qu'on fera tourner, c'est des versions PC avec des paramètres, avec des trucs installés, avec un OS Linux qui va faire tourner des jeux Windows avec une couche de compatibilité qui va évidemment pas être parfaite. Hein, va y avoir des bugs graphiques, va y avoir des soucis. Donc, ça va quand même rester une machine de, si vous me permettez l'expression, power user, un peu, mais qui pourrait quand même, encore une fois, trouver son public plus facilement que ces machines vraiment bricolées, si je peux me permettre, qui existent jusqu'à maintenant. Attends, tu me dis que Valve, c'est peut-être l'argument qui va démarquer le Steam Deck de ses concurrents. Et en même temps, quand tu me dis Valve et que tu penses matériel et hardware, je pense plutôt à des expériences pas forcément heureuses. Le Steam Controller, les Steam Machines, je te comprends. Voilà, le Steam Link. Effectivement, donc ces appareils que tu viens de citer, on s'en souvient comme des expériences pas spécialement heureuses. Maintenant, ce sont des expériences qui sont relativement anciennes déjà. On parle de choses qui sont sorties en 2014-2015, si je me rappelle bien. C'est vrai déjà. Ça fait déjà pas mal de temps. Valve, on peut espérer qu'il en a appris les leçons de tout ça. Et entre-temps, on a eu un autre exemple de hardware conçu par Valve qui a montré que la boîte sait quand même se débrouiller. Je vais bien sûr parler de l'Index, leur casque VR, qui est certes un modèle très haut de gamme, pas spécialement grand public, mais qui marche quand même très bien. Et c'est une réussite d'un point de vue hardware. Qui est une réussite d'un point de vue hardware et d'un point de vue commercial même. Donc voilà, encore une fois, là on est sur une machine qui est vraiment intégralement conçue en interne par Valve, contrairement aux Steam Machines, qui étaient des machines conçues par des partenaires de Valve sur des plan entre guillemets fourni par Valve. Donc on est quand même sur une situation qui n'est pas du tout la même. Et voilà, sans jouer les Madame Irma, on peut quand même dire que les deux sont pas vraiment comparables et la probabilité n'est pas nulle que le résultat au final ne soit pas le même non plus. Tu poses la question et après tu me dis et toi c'est quoi ta préférence? Et moi je fais juste. Attends, faut changer des trucs. Pardon. Ça va? Ouais, pardon, j'ai niqué le plan, désolé. Et voilà. et dans les commentaires, les mecs vont dire faute de raccord, vous avez triché, complotisme. Et en plus, vous êtes vaccinés, bande de barres. Ordinateur portable gaming, smartphone gaming, console de jeux dédiée gaming et Frankenstein petit hybride qui est bon à tout faire. On a fait le tour et le panorama des possibilités pour jouer de manière nomade cet été ou pour le reste de l'année. Je ne sais pas quelle est votre préférence à vous, dites-le nous évidemment dans les commentaires. Et je termine quand même par ta préférence, Florian. Où est-ce que tu irais toi? Un choix. J'en étais sûr.